L'association Nouvelle Planification Républicaine regroupe des citoyens, des experts, des scientifiques qui ambitionnent de réhabiliter, mais aussi de renouveler l'idée de planification. Planifier suppose de fixer des grandes orientations pour la nation et naturellement de mettre en cohérence à moyen et court terme les ressources nécessaires pour atteindre ces grandes perspectives. Si la mise en cohérence des ressources procède, ma foi, d'une opération assez technique, le choix des grands objectifs est par contre une affaire qui rentre pleinement dans le débat public et dont les citoyens doivent se saisir. Alors, entendons-nous bien, il ne s'agit pas, dans notre idée, d'élaborer un programme politique tel qu'un parti pourrait le faire à l'occasion d'élections. Notre ambition est tout autre. D'ailleurs, je ne crois pas que ce soit souhaitable d'élaborer ce type de programme extrêmement défini, précis, qui revient à imposer finalement une pensée hégémonique. Notre ambition est plutôt, à travers ces grandes orientations, de proposer un certain nombre de grandes thématiques partagées par tout le camp progressiste et qui s'appréhenderaient comme une alternative à l'ordre libéral actuel. On va commencer par s'intéresser dans nos séries vidéo au ministère de la Défense, enfin du moins l'anciennement nommé ministère de la Défense, qui est pour nous intéressant à plus d'un titre. Premièrement, parler de l'organisation de la défense, c'est traiter de la place de la France dans le monde. C'est parler de géopolitique, puisque selon l'adage bien connu, la géopolitique commande à la politique, qui ordonne elle-même à l'économie. Donc, traiter des forces armées, de leur implication dans le monde, c'est avoir une analyse géopolitique qui est la base de l'analyse politique, puis de l'analyse économique. Deuxièmement, parler de l'organisation du ministère de la Défense, c'est aussi l'occasion de faire le bilan du quinquennat Hollande et de ses atermoiements. Et puisque nous parlions de planification et de l'importance d'une vision à long terme, eh bien, le quinquennat qui vient de s'écouler est typique de cette absence de vision, puisque dans la première partie du quinquennat, il était question de baisser les effectifs militaires, mais surtout civils, du ministère de la Défense, et dans la seconde, ce fut tout le contraire. Cette fois, les effectifs devaient remonter. D'ailleurs, peu importe qu'il y ait suffisamment d'instructeurs, qu'il y ait suffisamment de recruteurs, on a fait machine arrière toute, et naturellement, en ce qui s'agit des ressources humaines, il est tout à fait impossible de faire des coups de barre de cette manière. Troisièmement, l'évolution du ministère de la Défense est caractérisée par l'extension permanente de la sphère du libéralisme qui prétend imposer des relations marchandes, y compris, et c'est plus surprenant, entre les armées. Alors allons-y, faisons le bilan de l'action de Jean-Yves Le Drian à la tête du ministère de la Défense. Son action est caractérisée par une incohérence majeure entre, d'une part, la stratégie géopolitique qu'il prétend mener, c'est-à-dire fondée sur un nombre croissant d'interventions extérieures, que ce soit au Mali, au Centrafrique, et d'autre part, la politique des ressources humaines qui, elle, considère qu'il faut absolument baisser les effectifs, une politique fondée sur un principe de rigueur budgétaire. Toute la politique de François Hollande et de son ministre Jean-Yves Le Drian est fondée sur l'idée qu'il faut préserver la dissuasion nucléaire dans ses deux composantes, c'est-à-dire navale et aérienne, et qu'il faut, puisqu'il y a un principe de rigueur budgétaire qui s'applique, du moins dans la première partie du quinquennat, et qu'il faut baisser les effectifs. Alors cela pose problème, surtout lorsqu'on veut multiplier les opérations extérieures. Comment multiplier les OPEX, opérations extérieures, tout en baissant les effectifs? L'idée qu'a eu Jean-Yves Le Drian et ses services, c'est d'opérer une distinction entre les différents types de personnel militaire de la défense. Alors ils ont distingué d'une part ce qu'on appelle les opérationnels, qui sont directement liés au métier de combattant, et les soutiens qui, eux, regroupent tous ceux qui participent, qui aident les combattants à pouvoir exercer leur mission. Alors, la liste est longue, on peut penser aux agents restaurateurs, aux magasiniers qui fournissent les vêtements et les armes aux soldats,
et beaucoup d'autres métiers encore. Naturellement, cette distinction entre opérationnel et soutien pose un certain nombre de difficultés, puisque un opérationnel a besoin des métiers du soutien pour pouvoir exercer pleinement sa mission. Prenons un exemple simple. Un pilote d'avion de chasse a besoin de mécaniciens, a besoin de magasiniers pour pouvoir voler, effectuer les missions qui lui sont confiées. Les armées se sont très vite rendues compte du caractère totalement fantaisiste de cette distinction et ont très vite perçu que s'ils concentraient leurs efforts de déflation sur les métiers du soutien, eh bien, très vite, aucune mission ne pourrait être menée à bien. Alors, il s'est développé quelque chose d'assez étrange au sein des armées, qui ont décidé sciemment de masquer la vérité des effectifs aux ministres. Au sein des armées a progressivement circulé deux versions de l'état des effectifs. Une fausse, complètement bidon, qui était retransmise au service du ministre, et l'autre, réelle, plus sérieuse, qui était débattue en interne. Naturellement, cette double version des chiffres a fini par se voir, par le biais de la masse salariale. Parce que les chiffres des armées ne correspondaient pas à leur consommation de masse salariale. Alors, les services de Le Drian ont très rapidement réagi, en constatant que finalement, il était très peu probable, au vu des dépenses en masse salariale, que les effectifs réels du ministère de la Défense soient ceux retranscrits par les armées. Ils ont réagi en adoptant une mesure que l'on appelle l'autorité fonctionnelle renforcée. Et cette autorité fonctionnelle renforcée est à l'origine d'un véritable rapport de force qui s'est institué entre les chefs d'état-major des armées et le pouvoir politique. Cette autorité fonctionnelle renforcée vise à faire du ministre le donneur d'ordre direct aux armées en supprimant tous les échelons intermédiaires, dont un absolument essentiel, ce qu'on appelle l'EMA-RH, l'état-major des armées, service ressources humaines. Alors, cet état-major des armées, service ressources humaines, l'EMA-RH, avait pour fonction de coordonner l'action en matière de ressources humaines des trois grandes armées que sont la marine, l'armée de l'air et l'armée de terre. Mais c'était aussi un contre-pouvoir au ministre, puisque qui dit instance de coordination dit évidemment parole commune des armées qui parle d'une seule voix face à un ministre de la Défense qui veut absolument leur faire déflater des effectifs du soutien. Le Drian a supprimé cette EMA-RH dans l'unique objectif de mettre les armées au pas. Jean-Yves Le Drian ne s'est guère préoccupé de savoir s'il avait les moyens de son ambition. Il avait une grande difficulté, c'est qu'il n'avait pas de vision sur les effectifs des différentes armées. Pour cause, pour avoir une vision sur les effectifs, il faut posséder ce qu'on appelle un CRH, un système d'information des ressources humaines. Or, chaque armée a son propre système d'information des ressources humaines. Concerto, il se nomme Concerto, Rhapsody, Orchestra. Mais Le Drian avait une idée en tête. C'était de voir la réalité des effectifs à travers la masse salariale. Et pour cela, il avait une arme en tête, bénéficier du calculateur Louvois, qui est un calculateur centralisateur de P que ses prédécesseurs avaient développé et souhaité instituer, un calculateur commun au ministère de la Défense. C'est donc en s'appuyant sur ce calculateur et en essayant de percevoir la différence entre la masse salariale consommée et les effectifs envoyés que les services de Le Drian comptaient déceler les faux transmis par les différentes armées. Mais ce fut un échec. Un échec qui, bizarrement, n'a pas trouvé de responsable, mais dont la responsabilité doit être imputée pleinement et entièrement au ministre de la Défense. Pour cause, pour fonctionner, ce fameux calculateur, logiciel de paix, Louvois, avait pour fonctionnement d'aller chercher les données dont il avait besoin dans les différents SIRH d'armée.
Un militaire, sa solde dépend d'un certain nombre de facteurs, d'éléments. Sa situation familiale, le nombre d'enfants qu'il a, son lieu d'habitation, l'emploi qu'il occupe. Ça dépend d'un certain nombre d'éléments qui sont enregistrés dans le SIRH. Et le calculateur Louvois extrait ces données du SIRH pour pouvoir déterminer la paye de chacun. Mais encore faut-il que les SIRH soient fiables et d'un niveau de fiabilité suffisant pour que la bonne paye soit adressée à la bonne personne. Or, rappelez-vous, Le Drian a fait porter la déflation des effectifs sur le métier de soutien, c'est-à-dire précisément ceux qui étaient chargés de fiabiliser les SIRH d'armée. Avec des SIRH faux, les payes ont donc été fausses, créant un certain nombre de situations dramatiques dont les responsables sont les tenants de la politique de rigueur. Venons-en maintenant aux relations marchandes que Jean-Yves Le Drian a instituées au sein du ministère de la Défense. Alors elles prennent deux formes. Il y a une forme qui est extrêmement connue, c'est celle des externalisations. Externalisation de la fonction restauration, externalisation de la fonction habillement. Il y a eu un certain nombre d'externalisations de mise en œuvre, externalisation aussi du transport, qui sont la forme la plus connue, la plus populaire des relations, de l'extension de la sphère libérale qui empiète sur ce qui était auparavant public. Mais il y a une forme beaucoup plus perverse également, qui est le fait de nouer des relations marchandes entre les armées. Alors, avant, les choses étaient simples. Il y avait trois armées, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, et puis différents corps, différents métiers, différentes armes au sein de ces armées. Par exemple, il y avait des commissaires de l'air, des commissaires de l'armée de terre, et bien sûr des commissaires de la marine. Maintenant, il y a eu une démultiplication des armées. Toujours les trois, mais également le commissariat des armées, qui a son fonctionnement à part entière, complètement distinct des autres armées, le service des essences, le service de santé. Or, on imagine bien, chaque armée ne peut pas recruter. Chaque armée n'a pas de pignon sur rue pour pouvoir recruter son personnel. Le service de santé des armées peut recruter des médecins, mais il a aussi besoin, pour fonctionner, de secrétaires qui n'ont aucune formation médicale. Et comme il ne peut pas recruter, il fait appel à la générosité des autres armées. Enfin, à la générosité. Bien qu'il les paye, il a besoin que les autres armées mettent à sa disposition un certain nombre de personnel. Eh bien, mais les autres armées ne le souhaitent pas. Pour cause, ils ont des objectifs de déflation. Et donc, par conséquent, il se noue une sorte de relation marchande, de compromis, où on négocie le nombre de personnel à mettre à disposition, et qui prennent la forme d'un contrat rédigé, presque d'un contrat commercial, qu'on appelle les contrats d'objectifs, entre les armées recruteurs et les armées qui, eux, souhaitent que du personnel soit mis à leur disposition. Et il passe son temps, au ministère de la Défense, à nouer des contrats. Parce que chaque armée doit nouer des contrats, les armées recruteurs doivent nouer des contrats avec toutes les autres armées. Donc, les relations marchandes au sein du ministère, l'extension de la sphère libérale, se voit dans les relations contractuelles que nouent les différentes armées entre elles. Mais cela se voit aussi dans la gestion des personnels, en particulier des personnels civils. Alors, comment ça se passait avant dans les administrations et comment cela continue à se passer pour le personnel militaire ? Chacun remplit sa fiche de vœux et donne ça à son gestionnaire, choisit 3 affectations par ordre de priorité, donne ça à son gestionnaire qui essaye de satisfaire au mieux l'intéressé en fonction des besoins de l'institution. Rien de tel pour le personnel civil au ministère de la Défense, où il y a une bourse des emplois, qui est une sorte de gigantesque marché de l'emploi, où des offres d'emploi sont disposées. À charge à chaque agent de répondre à ces offres, d'envoyer son CV à chacun des employeurs potentiels, puis de passer un certain nombre d'entretiens. Alors la difficulté de cet exercice, c'est surtout pour les agents qui ont des postes qui sont restructurés. Parce que dans un contexte
de baisse des postes, un centre d'argent, voilà, voient leur poste supprimé et doivent immédiatement trouver un autre emploi. Et oui, sauf que rien n'a été prévu. Rien n'indique que forcément, à la bourse des emplois, au moment où ils regarderont dessus, il y aura un poste qui correspondra à leurs compétences. Et bien souvent, d'ailleurs, il n'y en a pas. Ce qui fait qu'un nombre important d'agents voient leur poste supprimé, se retrouvent sans poste et ont pour seule tâche d'errer dans les couloirs du ministère, ne sachant que faire. On parle là des fantômes du ministère de la Défense. Il s'agit de plusieurs milliers de personnes qui n'ont plus de poste, qui ne savent plus quoi faire au sein du ministère, qui continuent à être payées, mais qui n'ont plus de fonction réelle. C'est une gestion calamiteuse des ressources humaines. Naturellement, tout cela est machiavélique, puisque on se retrouve avec des agents contractuels. Bon, c'est facile, si on n'a plus besoin d'eux, on ne renouvelle pas leur contrat, si toutefois ils ne sont pas en CDI. Et des fonctionnaires qui se retrouvent également sans poste. Et le fait d'avoir un nombre d'agents importants qui errent dans les couloirs ne fait que désorganiser les services. Et finalement, on peut aussi se dire que puisque ce personnel ne sert plus à rien, autant continuer à diminuer les effectifs. En fait, cette stratégie de désorganisation des services appelle encore plus de rigueur, qui appelle encore plus de désorganisation, ainsi de suite. Face à cette situation dramatique à laquelle est confronté le ministère de la Défense, que faire? Il faut d'abord en finir avec cette politique d'austérité d'une manière générale et de rigueur spécifique qui touche le ministère de la Défense. Alors cela est en cours, puisque lorsqu'on regarde le discours des candidats à l'élection présidentielle, tous parlent d'augmenter à 2% du PIB le budget du ministère de la Défense. Exception faite de Jean-Luc Mélenchon. Mais on ne sait pas trop à quoi correspond ce 2% du PIB, si ce n'est une ardente obligation qui est faite par l'OTAN et les États-Unis, qui n'entendent plus assurer la défense de l'Europe à sa place. Mais ce 2% est assez dangereux si on estime qu'il faut prendre exactement le contre-pied de ce qu'on a fait, c'est-à-dire augmenter de manière radicale et rapide les effectifs du ministère de la Défense. Pourquoi ce n'est pas souhaitable? N'oublions pas, dans les armées, personne ne rentre directement au grade de commandant. Les commandants d'aujourd'hui ont été recrutés il y a 10 ans, au moment d'ailleurs où le niveau de recrutement était extrêmement bas. Si aujourd'hui on se met massivement à recruter, il n'y aura pas assez de commandants et d'officiers supérieurs pour encadrer les jeunes recrues. Et on imagine, et c'est aisément ce que donnerait une armée qui aurait été mal formée au métier des armes et mal encadrée. Ce qui est valable pour les officiers est naturellement tout aussi valable pour les sous-officiers et les militaires du rang. Deuxième action qu'il nous faut entreprendre, il faut redonner la gestion des ressources humaines aux armées. Et de ce point de vue-là, la nouvelle appellation du ministère de la Défense en ministère des Armées va dans le bon sens. Mais c'est encore bien insuffisant, car il faut aller au-delà. Les armées doivent être gérées par les armées. Ce n'est pas au personnel civil, au service du ministre, d'intimer aux armées ce qu'il faut faire pour qu'elles puissent convenablement fonctionner et marcher. Aussi, redonner aux armées leur pouvoir de gestionnaire implique de remettre en place ce service, le MARH, dont je vous parlais il y a quelques minutes. Et le rôle des civils ne doit pas être celui d'un donneur d'ordre, mais doit être celui d'un contrôle. Et en ce sens, le personnel civil doit être pleinement associé à un organisme en charge de contrôler la bonne application des directives du ministre, qui est le contrôle général des armées. Le contrôle général des armées doit associer plus étroitement personnel militaire et civil. Au fond, l'idée qui guide notre raisonnement est assez simple. La tactique et la stratégie sont du ressort des militaires. Par contre, les civils ont pleinement leur rôle dès lors qu'il s'agit de vérifier que les armées se conforment aux grandes orientations démocratiquement débattues en matière de défense. Enfin, il faut stopper cette extension de la sphère marchande au sein du ministère. Pour cela, il faut retrouver une gestion centralisée des ressources humaines civiles.
mettre fin à cette bourse de l'emploi et réaffecter dans les différents services l'ensemble de ce personnel en errance au sein du ministère. Et puis, il faut stopper cette multiplication des armées qui nouent des contrats entre elles. Ce n'est pas l'objectif des armées que de passer son temps à nouer des contrats entre elles. Il faut revenir à 3 grandes armées, air, terre, marine, et avoir une gestion centralisée de leurs ressources. En guise de conclusion, que retenir de cet exposé? Premièrement, Jean-Yves Le Drian est un magnifique magicien. Je me souviens récemment d'une émission On n'est pas couché où Léa Salamé vantait ses mérites en disant « Nous avons rarement eu un ministre de la Défense aussi brillant ». Pourquoi est-il perçu comme si brillant? Parce qu'il vend des rafales de Dassault, il les vend aux 4 coins du monde, ce qui fait de lui un très bon représentant de commerce, mais certainement pas un bon ministre de la Défense, capable d'assurer par une organisation efficace et rationnelle les missions qui sont confiées au ministère, c'est-à-dire d'assurer la sécurité des intérêts français dans le monde. On l'a vu, le ministère de la Défense est aujourd'hui un ministère totalement dysfonctionnel. Le ministère des Armées est certainement l'un des ministères où la planification a l'importance la plus vitale, la plus cruciale. Ce qui implique que sa politique de ressources humaines, sa politique de gestion des effectifs soit parfaitement en adéquation avec les objectifs qu'il prétend mener. Ce qui pour l'instant est loin d'être le cas.